Bonjour à tous. Je suis content de vous présenter ma première vidéo. Habituellement, je suis plutôt derrière mon écran, j'écris mes tutoriels sous forme d'articles, mais je me suis dit que peut-être en vidéo, ce serait un petit peu plus convivial et que je pourrais un petit peu mieux expliquer les choses. Pour le premier tutoriel, on va partir de la base Fashion M&IC de Zalando. On a en fait des images d'articles de mode qui sont catégorisées en 10 classes, pardon. Et l'idée sera de construire un modèle de classification. On va d'abord construire un modèle avec un réseau de neurones classique. Ensuite, on construira un réseau de neurones convolutionnel et on pourra un petit peu comparer les deux approches et voir laquelle est la plus adaptée à ce genre de problème. Donc c'est parti, on commence. Pour ce tutoriel, j'utilise Google Colab. J'aime bien Google Colab parce que il y a déjà la plupart des librairies qui sont disponibles, il n'y a pas à les installer. Et, euh, Vous avez accès aussi à un GPU, par exemple. C'est pratique quand vous avez des grandes bases de données. Pour activer le GPU, vous devez juste aller dans Exécution, modifier le type d'exécution, et ici sélectionner GPU. Ensuite, vous enregistrez. Par contre, attention, si votre session est activée, bah, il va reconnecter la session pour changer le mode d'exécution. Donc c'est parti. On commence par importer les modules dont on a besoin. La base de données, comme je l'ai dit, en fait, c'est une base de données qui a été publiée par Zalando et elle est disponible directement dans TensorFlow. On a, je crois, 60 000 images d'articles de mode. Euh, et Toutes les images sont déjà de la même taille, tout ça. Donc, on n'a pas un gros travail à faire de pré-processing pour pouvoir travailler dessus. Donc là, en fait, on commence par charger les données, les images. Euh, Elles sont déjà découpées en train et test, c'est-à-dire qu'on a soit 50 000 ou 60 000 images dans la base de train et 10 000 images dans la base de données de test. Ça va nous permettre après d'évaluer les performances de nos modèles. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on va normaliser les pixels des images. C'est pour ça qu'on divise ici par 255. C'est, euh, Ça permet d'avoir des meilleurs résultats en normalisant. N'oubliez pas de le faire. Ok, donc là, oui, voilà, on a aussi les targets. Pour chaque image, elle est associée à une certaine catégorie. Et c'est ce qui va permettre au modèle de s'entraîner. On peut afficher quelques-unes des images présentes pour voir à quoi elles ressemblent. Ouais, ça doit être un pantalon, à mon avis. Une robe. Elles sont toutes sous ce style-là. Ça permettra de faciliter un peu la classification. Oui, c'est une base de données qui est faite à titre surtout pédagogique. Ça veut dire que ce sera pas ce qu'on fait ici sera pas parfaitement adaptable dans la réalité parce que vous aurez quand même un gros travail de pré-processing à faire dans la réalité. Il y aura les classes seront peut-être déséquilibrées, peut-être que les images seront pas aussi propres, elles seront certainement pas de la même taille. Donc le travail dans le cadre d'un vrai problème de computer vision est beaucoup plus compliqué que ça. Mais au moins ici, ça nous permet d'introduire les réseaux convolutionnels assez facilement. Donc ensuite, on va donner des noms à chaque classe, puisque pour l'instant, elles sont sous forme de chiffres. Mais c'est plus simple de les voir avec des noms. Et donc là, c'est parti, on commence par créer notre premier réseau de neurones.
C'est donc un réseau de neurones simple avec deux couches. Donc d'abord, on initialise le modèle. Ensuite, on fait une couche de flatten. C'est ce qui va permettre d'aplatir les données. Parce qu'en fait, une image, mathématiquement, c'est une matrice. Et les réseaux de neurones prennent en entrée des vecteurs. Donc, on va transformer cette image de taille 28-28 en un vecteur de taille 784, on le voit ici. C'est 28 fois 28 du coup. On va mettre les pixels sous forme de colonnes. Ensuite, on crée deux couches dans ce réseau de neurones. Une couche avec 256 neurones et une avec 128 neurones. C'est quelque chose que j'ai choisi vraiment arbitrairement. J'ai pas fait... On a des méthodes pour optimiser les hyperparamètres des modèles de deep learning, mais pour ce problème-là, j'ai pas du tout utilisé ces méthodes-là. J'ai choisi arbitrairement ces deux couches. Vous pouvez rajouter d'autres couches, vous pouvez en supprimer, vous pouvez augmenter le nombre de neurones, le diminuer, pour voir un petit peu ce que ça change, ça peut être intéressant. Donc c'est parti, on compile. Là, ça permet juste de mettre un résumé un peu des couches qu'on a. C'est juste la répétition de ce qu'on a écrit juste en haut. Ensuite, on compile le modèle, c'est très important. C'est ici que vous choisissez en gros les métriques. Là, c'est la méthode de calcul de la fonction de perte. Ici, on choisit la sparse categorical cross entropy. Pareil, des choses à paramétrer, c'est-à-dire qu'il faut les optimiser pour voir lequel fonctionne le mieux. Et ça va beaucoup dépendre de l'utilisation de votre base de données, etc. On choisit la méthode d'optimisation. Ici, c'est Adam. Il y en a beaucoup d'autres. Et la métrique pour mesurer les performances du modèle. Là, c'est l'accuracy, tout simplement. C'est le ratio, le taux de bonne prédiction par rapport au nombre total de prédictions. Donc, pareil, on compile. Et là, c'est le plus important. C'est l'étape où on va fitter nos images avec les catégories. Donc, on fait ça sur la base d'entraînement, évidemment. J'ai choisi de le faire sur 10 époques. Vous pouvez faire sur plus d'époques. Attention à ne pas trop en mettre, parce que si vous fittez le modèle sur plusieurs époques, ça risque d'overfitter. Ensuite, on choisit un validation split de 20%. Le validation split, c'est ce qui, en fait, c'est ce qui donne le taux d'images qui vont être utilisées pour la validation. Ça va être pris sur les données d'entraînement. Donc, on lance ça et le modèle va s'entraîner. Ça devrait afficher quelque chose du genre. Et ça vous donne pour chaque époque la loss, l'accuracy. Ces deux-là, ces deux-là qui sont ici, c'est pour le train set, les données d'entraînement. Là, c'est pour les données de validation. Si tout se passe bien, vous devriez voir une décroissance de la loss et une croissance de l'accuracy. Donc là, c'est ce qui se passe. Ça a l'air de bien se passer. Si vous voyez que la loss commence à croître, bon après ici, c'est vrai qu'ici elle augmente un petit peu, mais c'est sur une seule époque, donc il n'y a pas à s'alarmer. Par contre, si vous voyez que la loss commence à croître sur plusieurs époques et qu'elle continue de croître, là, ça veut sans doute dire que votre modèle est en train d'overfitter, et donc il y aura des solutions à mettre en place pour l'éviter. Ensuite, ça, c'est quelque chose que je vous conseille de toujours faire. Tracer l'évolution de l'entraînement en fonction de l'époque. Et c'est là que c'est ici que vous allez voir les performances de votre modèle. C'est ici aussi que vous allez voir si si votre modèle overfit ou pas. Ensuite, ici, on va juste calculer donc, les résultats finaux pour, pour savoir qu'est-ce qu'on a. Donc, là, en gros, là, c'est sur les images de test. Ici, c'était sur la validation.
les images de validation, c'est des images qu'on prend sur l'ensemble d'entraînement. Et là, c'est c'est sur l'ensemble d'entraînement, l'ensemble de tests, on va y arriver, euh, qu'on fait ce calcul-là. Et donc, sur l'ensemble de tests, on a 88% de bonnes prédictions, ce qui est pas mal, sachant qu'on n'a pas du tout optimisé les hyperparamètres, on a juste créé un modèle de réseau de neurones random, donc c'est plutôt bien. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire un modèle avec des réseaux de neurones convolutionnels. D'abord, on va devoir recharger encore la base de données parce que on a fait des premiers traitements là ici pour le premier modèle. Mais en fait, pour les CNN, il va falloir changer la forme des images. On va faire un reshape, c'est-à-dire que les vecteurs comme je vous ai dit, l'image, elle est donnée sous forme d'une matrice. Les matrices sont sous forme de vecteurs lignes dans NumPy. C'est des vecteurs lignes. C'est un gros vecteur avec plusieurs vecteurs lignes. Et nous, on a besoin d'un gros vecteur avec plusieurs vecteurs colonnes plutôt. Et du coup, on a besoin de faire un reshape. Pareil, on n'oublie pas de normaliser les données en divisant par 255. Je ne l'ai pas expliqué au début, mais en fait, 255, c'est la valeur maximale qu'un pixel peut avoir. C'est pour ça qu'on divise par 255. Et donc maintenant, pareil, on initialise notre modèle de CNN ici. Ensuite, c'est là qu'on commence à écrire, à créer l'architecture de notre réseau convolutionnel. Donc, on va enchaîner. En fait, on va faire une première couche qui va être une couche de convolution. C'est associé à l'opération mathématique de convolution. C'est-à-dire qu'au lieu de traiter les images pixel par pixel, on va plutôt les traiter sur une fenêtre de pixels, on va les traiter par groupe de pixels pour trouver ce qu'on appelle des caractéristiques. Et ensuite, on va faire une couche de max pooling, c'est-à-dire que sur les pixels, là c'est une fenêtre de taille 2,2. Donc en fait, on va avoir... Alors, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Il y a un GIF que j'aime bien, que je ressors à chaque fois. Voilà, celui-là. Donc, on a une fenêtre de 4, de taille 4 qui parcourt toute la matrice de notre image et qui, à chaque fois, va prendre la valeur maximale. Tout simplement. Ici, pareil que tout à l'heure, on fait une couche de flatten, parce qu'à ce stade-là, on a encore une matrice, en fait. Les couches convolutionnelles et de max pooling prennent en entrée des données de dimension 3. Et donc ici, on va finir par une couche dense de taille 128 avec 128 neurones. Et là, on a l'output. Je ne suis pas sûr de bien avoir expliqué cette ligne-là pour le premier modèle. Comme c'est la même, je vais le faire une fois pour toutes. On a 10 neurones en sortie parce qu'en fait, on a 10 catégories. Et en fait, à chaque fois, pour chaque catégorie, le modèle va nous donner une probabilité que l'image appartienne à cette catégorie-là. Et donc ensuite, la bonne prédiction, la bonne entre guillemets, vous m'avez compris, la prédiction du réseau de neurones sera la classe pour laquelle la valeur de la probabilité est maximale. Donc on compile ça pour créer le modèle. On regarde le résumé du modèle. Ici, on reprend le même compiler. Là, j'ai décidé de mettre 5 époques, mais bon, c'est pas si important que ça, et on lance l'entraînement. Pour ce modèle de CNN, il vaut mieux que vous ayez activé le GPU, comme je vous ai montré au début de vidéo.
parce que ça peut prendre un petit peu de temps. Mais là, normalement, avec le GPU, ça devrait être beaucoup plus rapide. Voilà. Oui, c'est beaucoup plus rapide avec le GPU parce que ici, donc, on a l'exécution. Bon, celui-là, ça a pris 33 secondes, je ne sais pas pourquoi, mais les autres sont beaucoup plus rapides. Là, on est aux alentours de 5 secondes, alors que sans GPU, ça doit être dans les 50 secondes ou 1 minute. Et donc là, on regarde le résultat final. On a 93% de bonnes prédictions sur les données d'entraînement. Et pour la validation, on a un taux de 91%, ce qui est un petit peu plus performant que pour le premier modèle, même si on ne gagne pas énormément. Et donc là, on fait la même chose. Ça, c'est vraiment un réflexe à avoir. À chaque fois, il faut tracer l'évolution de la fonction de perte et de la performance du modèle. Ici, on a choisi de tracer les valeurs de l'accuracy, mais ça pourrait être d'autres métriques que vous décidez de considérer. Et là, donc on va faire notre prédiction sur les données de test. Ici, en fait, ce que je fais, c'est que, comme vous voyez, en fait, les prédictions, elles sont données sous forme d'un vecteur de probabilité. Et donc, ici, c'est que j'associe en fait la classe au... J'associe, pardon, j'écris, enfin, pour la prédiction, on affecte, euh, on affecte à la prédiction Je reprends. On associe enfin, la prédiction, c'est la valeur de la probabilité la plus élevée. Donc, si c'est la première valeur qui est la plus élevée, ça veut dire que le modèle prédit que, je sais plus que ce qu'on avait, je vais regarder, notre Y, voilà. Si c'est la première valeur de probabilité qui est la plus élevée, ça veut dire que notre modèle prédit que l'image est celle d'un t-shirt. Voilà. Si c'est la deuxième, c'est un pantalon, etc. Et donc là, on va transformer ces vecteurs de probabilité en entier. Donc on prend en gros l'argmax du vecteur et ça nous permet d'avoir l'indice de la classe. On peut plotter la prédiction. Donc ça nous donne à chaque fois pour chaque image la classe correspondante. Et là, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va tracer la matrice de confusion. La matrice de confusion, c'est vraiment un... Alors, il y a une erreur. On va regarder ce que c'est. La matrice de confusion, c'est vraiment un outil très, très puissant. Ça permet de voir pour chaque classe quels sont le nombre de catégories, le nombre de bonnes prédictions et le nombre de prédictions fausses. Ici, je sais ce qui s'est passé. C'est que j'ai oublié de changer le nom du vecteur. Voilà. Et donc, c'est très intéressant de voir la matrice de confusion, parce que par exemple, ici, on va voir que les sources de confusion les plus grandes, ça va être la confusion entre chemise ici et t-shirt. Ce qui peut paraître assez naturel, puisque les images d'un t-shirt et d'une chemise sont finalement assez proches. Ici, c'est pareil, c'est t-shirt et chemise. Et là, on a aussi pull et manteau. C'est vrai que ça, c'est un petit peu plus surprenant. Mais en tout cas, la matrice de confusion, c'est ce qui va vous permettre de voir un petit peu plus, avec un peu plus de précision, les performances de votre modèle, en regardant pour chaque catégorie vraiment quelles sont les prédictions qui ont été faites. Et voilà, donc je pense on a fait le tour pour cette vidéo. Euh, pour conclure, je voulais juste dire que ça, c'est vraiment un exemple qui est fait à titre pédagogique. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est pas, enfin, en entreprise, c'est loin, ça va jamais être aussi simple que ça. Ça veut dire que vous aurez des données qui seront sales,
enfin, vous aurez des images qui seront de tailles différentes. Vous devrez faire beaucoup de pré-processing avant. Les classes ne seront pas toutes de la même taille. Il y aura un déséquilibre des classes à gérer. Et ça fait il y a beaucoup, beaucoup de travail pour pouvoir, pour pouvoir faire ça. Voilà. N'hésitez pas à donner vos avis sur cette première vidéo. Qu'est-ce que je pourrais améliorer? Des suggestions de vidéos pour les prochaines semaines. Je sais pas, je suis preneur. Merci.